Salut à tous, c'est Frédéric Delavier et ce soir je voulais vous faire une petite vidéo parce qu'actuellement tous les abrutis et les incultes sont en train de parler des gorilles et des hommes puisqu'il y a un espèce de petit jeu sur les réseaux sociaux où on pose la question à tout le monde, est-ce que 100 hommes pourraient vaincre un gorille? Alors, évidemment, tout le monde parle de ça sans être spécialiste et sans connaître la biomécanique de ces primates et sans connaître l'évolution de ces primates. Et c'est bien triste, on entend toutes les conneries possibles. On entendait déjà ça sur un gorille est extrêmement fort, il peut faire du développé couché super lourd. Un gorille est extrêmement fort, il peut faire du squat très lourd. Évidemment, il n'a pas la morphologie pour forcément faire du squat ou du développé couché. Je vous en parlais, c'est une question de morphologie, même s'ils sont très forts. Alors, évidemment, les gorilles sont les plus gros primates vivants. Il y a eu plus gros, mais bon, en Asie. hein. Mais on a retrouvé, je crois, que des morceaux de mandibules. Donc, on a extrapolé sur la taille, mais on ne connaît pas bien la taille des primates qui étaient plus gros que les gorilles et plus massifs. Alors les gorilles, je vais en parler un peu là, puisque j'ai Wikipédia, donc on va revenir un peu sur Wikipédia, et après je vous ferai un petit cours de biomécanique pour vous expliquer pourquoi les gorilles et les chimpanzés, pourquoi les primates en général, les grands primates, sont beaucoup plus forts que les hommes, pas forcément l'orang-outan, mais les chimpanzés et les gorilles, alors deux espèces de chimpanzés, bien sûr, et les bonobos, et puis les chimpanzés communs, hein, et les gorilles, et effectivement, ils sont extrêmement forts pour des raisons dont je vais vous parler. Mais on va revenir sur Wikipédia. Alors, les caractéristiques du gorille. Alors, le gorille est, après le bonobo et le chimpanzé commun, l'animal le plus proche de l'humain au point de vue génétique. Cette parenté a été confirmée par des similitudes entre les chromosomes et les groupes sanguins. Le génome humain ne diffère que de 1,57% de celui du gorille. Mais c'est 1,57% très important puisque la plupart du génome va coder des protéines, va coder des structures cellulaires, va coder un ensemble de choses qui est commun à tous les vertébrés. Alors, redresser, les gorilles atteignent une taille de 1,70 m, mais ils sont en fait un peu plus grands car ils ont les genoux fléchis. L'envergure des bras dépasse la longueur du corps pour atteindre 2,75 m. Ben oui, c'est des primates qui sont au sol, mais qui grimpent aussi, donc ils ont intérêt d'avoir des grands bras pour grimper. Et en plus, ils se déplacent la plupart du temps en quadripédie, le buste un peu incliné. Mais bien sûr, ils sont plus grands qu'1,70 m sur les gros spécimens, car ils marchent genoux fléchis, mais de moins en moins, puisque maintenant les gorilles, que ce soit dans les réserves en Afrique ou dans les zoos, copient leurs soigneurs ou copient les gens qui les regardent ou qui viennent les visiter en forêt. Donc, très jeunes, ils apprennent à se redresser et étendent leurs genoux et étendent tout le système articulaire et ligamentaire, ce qui fait qu'on retrouve de plus en plus de gorilles qui étendent les jambes sous l'influence des êtres humains, puisqu'ils les regardent et ils les imitent. Par mimétisme, ils se comportent comme nous, les bons humains, et nous imitant très jeunes, ils vont se redresser très jeunes et modifier leur structure, c'est-à-dire étendre leurs genoux, faciliter cette extension. Ils ne vont pas rester fléchis comme quand ils sont comme sur les espèces qui fréquentaient les individus qui ne voyaient pas trop d'humains. Et même, ils vont jusqu'à arranger un peu le dos, prendre une certaine cambrure lombaire. Tout ça joue un peu chez les gorilles, donc il y a un mimétisme qui fait que maintenant, il y a des gorilles qui vont faire 1,80 m, voire peut-être plus sur les gros spécimens, parce qu'ils sont capables, en copiant les humains, d'étendre les genoux, en copiant leurs soigneurs, en copiant les types qui gardent les parcs avec lesquels ils s'entendent un peu, et les types qui gardent les parcs les nourrissent même au passage, les parcs en Afrique, où ils vivent en liberté en vérité. Alors il existe une grande différence de masse corporelle entre les sexes. Les femelles pèsent de 90 à 150 kg, et les mâles jusqu'à 275 chez les gorilles des montagnes. Donc on voit que les femelles, il y a même des femelles humaines qui ont le même poids que les femelles gorilles quand elles mangent beaucoup.
Mais évidemment, c'est pas la même constitution. Le gorille est beaucoup moins gras, hein, il n'est pas gras comme les hommes, hein, ça n'a rien à voir. Donc il pèse 275 kilos, mais avec un énorme système digestif, hein, parce que ce sont des végétariens, en grande partie végétariens, donc ils ont un gros système digestif qui leur permettent, par fermentation, et c'est un énorme côlon, hein, de péter avec des bactéries les fibres de cellulose pour en tirer les protéines, pour en tirer les aliments. Donc, ils passent une grande partie de leur vie à bouffer et à digérer, hein. C'est la vie des gorilles et c'est pour ça qu'ils sont si gros, c'est parce qu'ils mangent beaucoup et longtemps des aliments peu riches, hein, en calories. Alors que nous, les humains, ben, nous mangeons moins souvent qu'eux, mais nous mangeons des aliments beaucoup plus riches, c'est-à-dire des chips, du coca. Non, je rigole, maintenant c'est comme ça, mais c'était de la viande avec de la graisse, hein, c'est surtout la graisse qui est riche en, euh, en, en calories, hein, donc on va chasser, on va bouffer de la viande, on va bouffer de la graisse. Ça se digère très bien puisque la viande est directement accessible, il n'y a pas à casser les fibres pour arriver à la digérer, hein, comme les végétariens font, comme le gorille fait. Ça prend du temps et ça consomme de l'énergie, hein. L'homme, il va réfléchir, il a un gros cerveau qui consomme beaucoup d'énergie, il pense tout le temps pour aller chercher une nourriture très riche, hein, et il ne mange pas souvent, mais il réfléchit longtemps pour aller conquérir du territoire et de la nourriture. Donc deux façons de se nourrir. Le gorille ne pense pas énormément, il n'est pas bête, il a une vie familiale, hein, mais évidemment, il n'a pas ce même mode de nutrition, puisque les hommes sont passés de végétariens, on va dire, un peu comme les chimpanzés, donc la tendance un peu omnivore, carnivore, hein, à une alimentation beaucoup plus carnée, hein, avec le passage d'Australopithèque à habilis, et ensuite, tout le paléolithique, ça a été essentiellement des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, hein, quand ils étaient près des cours d'eau, jusqu'au paléolithique supérieur, et au néolithique, ça a été l'arrivée de la culture et de l'élevage, donc le retour à une alimentation plus riche en végétaux, puisque à ce moment-là, on a cultivé et on est devenu moins viandophage, hein, je rigole, mais et plus végétarien avec le néolithique. Le néolithique, c'est l'arrivée de la culture, hein, il y a à peu près 10 000 ans, hein, plus ou moins, bien sûr. Donc un changement, puisqu'il a impacté aussi notre morphologie, notre capacité à digérer des aliments, avec une modification de notre génome, de notre patrimoine génétique, pour pouvoir avoir une meilleure digestion des végétaux qu'on avait perdus à un certain moment. Mais c'est très intéressant de comprendre que le monde est en permanence en évolution. Alors on va continuer. Le pelage dépend du sexe et de l'âge. Chez le mâle, les plus âgés se développent chez les mâles plus âgés se développe sur le dos une fourrure gris argentée, c'est pour qu'on les reconnaisse, hein, dans le groupe, hein, ça permet d'accélérer les rapports sociaux. On sait que celui-là, on va pas le faire chier et que c'est lui qui défend le territoire. Donc les petits, c'est de sa famille, hein, lui obéissent, hein, et les femmes s'y soumettent, hein. Il a un petit harem, hein, à ses envies, mais en général, ils sont assez sympas. Le pelage des gorilles des montagnes est particulièrement long et soyeux, hein, pour les cervidés, hein, c'est un peu plus humide l'eau, hein. Et comme tous les hominoïdes, les gorilles sont dépourvus de queue, leur anatomie est puissante, le visage et les oreilles sont glabres, la face présente un torus orbitaire marqué. Alors nous, notre torus orbitaire, il a disparu puisqu'on a un gros cerveau qui s'est développé vers l'avant, donc plus besoin d'avoir un torus orbitaire protégeant les yeux et la cornée, hein, bien sûr, hein, qui est très fragile, puisque notre front avec le cerveau derrière, le frontal, lui, fait office de protection, hein, et c'est très solide et plus besoin de torus orbitaire. On peut même donner des coups de boule, hein, ce que le gorille ne peut pas faire, hein. C'est un avantage humain. Voilà. Comme tous les hominoïdes, alors voilà, j'ai mis longévité 30 ans en milieu naturel, jusqu'à 50 ans en captivité, durée de gestation 250 à 270 jours, longueur moyenne du pénis en érection, tiens, c'est comme moi, 5 cm, hein. Donc on est assez proches, en tout cas moi et eux, non, je rigole, j'ai beaucoup plus, je rigole aussi. Voilà. Les gorilles, comme d'autres singes proches de l'homme, possèdent des dermatoglyphes équivalents d'empreintes digitales, y compris sur les phalanges des mains, qui sont des zones de contact avec le sol quand les gorilles marchent
et sur les points fermés ou demi-ouverts, oui. Alors en plus, les dermatoglyphes, des bonnes études anglaises, des fois les études sont bonnes, des fois elles sont complètement cons aussi, hein, c'est un problème des études, hein, qui avaient étudié les dermatoglyphes et qui s'était aperçu que c'était souvent des adaptations, hein, pour les milieux humides, pour s'agripper aux branches, hein, c'est un peu comme les pneus des voitures qui ont leurs empreintes. Ben là, tu as des dermatoglyphes, est-ce qu'on les voit là un peu? Peut-être un, on ne voit pas trop, hein, sur mes mains, c'est dommage. Hein. Ben, c'est pour pouvoir mieux adhérer, hein, en augmentant les surfaces et en évacuant un petit peu l'eau. Hein. Donc ça a un avantage, hein, ça permet d'avoir une meilleure approche sur les branches humides et pas tomber, puisqu'il faut rappeler encore et toujours que la première cause de mortalité pour les grands primates, hein, c'est ni les panthères, les gorilles n'ont pas tellement d'ennemis, hein, les chimpanzés en ont, bien qu'ils soient plus dangereux que les gorilles, hein, puisqu'ils sont plus petits, bien sûr, hein. Et c'est la principale cause de mortalité, c'est la chute, hein, d'un arbre, puisque ce sont des primates arboricole, plus le chimpanzé que le gorille, même si le gorille monte quand même, mais vu son poids, le gorille, à certains moments, ça peut être dangereux, et plus on est lourd et plus on tombe, plus on risque de se casser, puisqu'on va s'écraser sur son propre poids, et les impacts vont être violents. Hein. Donc un chimpanzé, c'est moins lourd qu'un gorille, ça continue à grimper, hein, surtout quand c'est jeune, puis après quand c'est gros, c'est quand même agile, mais un peu moins. Donc c'est toujours intéressant à comprendre. Alors, les gorilles, pourquoi les gorilles sont-ils extrêmement forts? Parce que les gorilles, oui, ils sont extrêmement forts comme les chimpanzés. Alors, ils sont extrêmement forts parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions dans la vie, hein, les mêmes fonctions morphologiques, hein, locomotrices que nous, les humains. Alors nous, les humains, on a perdu en grande partie, hein, au niveau des membres supérieurs particulièrement, hein, notre force au détriment d'une capacité à moduler des mouvements et à faire des actions précises. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a ces mains qui sont formidables et qui nous permettent de non seulement fabriquer des outils, mais aussi de les tenir, puisque le gorille a un petit pouce et de grands doigts faits pour accrocher les branches, hein, et comme tous les primates arboricoles, que ce soit les chimpanzés, les gorilles, les grands primates arboricoles, hein, qui sont très proches de nous, et les orang-outans sont un peu plus éloignés, hein. Les mains des gorilles sont essentiellement ici en crochet, c'est-à-dire qu'ils ont des énormes avant-bras, ici, hein, ce sont des avant-bras extrêmement puissants que les primates arboricoles, les grands primates arboricoles ont, hein, et ces énormes avant-bras, ces énormes muscles fléchisseurs des doigts, hein, qu'on voit ici, alors chez moi ils sont comme ça, moi j'ai pas trop de problème, les miens sont un peu fléchis, c'est pour ça que je tirais aux tractions, hein. Ils ont comme particularité chez les primates d'être très courts, avec des tendons raccourcis, ce qui fait qu'ils ne peuvent étendre leurs doigts que quand ils ont la main fléchie, hein, et quand ils tendent la main pour agripper une branche, les doigts se mettent automatiquement, à cause des courts fléchisseurs, en flexion. Donc ils tiennent très très bien dans les arbres, hein, et par contre, ils ne peuvent pas tellement faire d'opposition avec le pouce et les doigts, et surtout, ils ne peuvent pas, comme moi, regardez un peu, hein, saisir un objet dans la main en faisant une opposition pouce-doigt qui permet de maintenir avec puissance un gourdin pour te le foutre dans la gueule si tu es mon ennemi. Le singe va les tenir comme ça et ça peut s'échapper même s'il tape très fort de haut en bas parce qu'il continue à grimper. Par contre, ils sont extrêmement violents et se donnent des coups verticaux qui peuvent t'arracher la tête et qui sont beaucoup plus puissants que les nôtres, puisque la commande nerveuse, et ça ce sont des études américaines réalisées dans je ne sais plus quel campus, hein, Harvard je crois, ou je ne sais pas Harvard, où les équipes de jeunes chercheurs, hein, ont étudié les réseaux nerveux des membres des gorilles, et non, des membres des chimpanzés, mais les gorilles c'est la même chose, puisqu'ils ont les mêmes fonctions arboricoles, ils continuent à grimper, à se déplacer, donc ils ont besoin d'une très grande puissance pour les déplacements au sol, et surtout les déplacements arboricoles, où il faut qu'ils tractent leur poids, hein, pour s'élever dans l'air, donc ça demande beaucoup de force et beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance. Donc ils ont une connexion nerveuse, cerveau, muscle des bras, qui est beaucoup moins ramifiée que celle des humains. C'est-à-dire que le gorille, comme le chimpanzé, hein, peut
par son simple désir d'agripper quelque chose et de frapper ou de grimper, t'envoyer de haut en bas, hein, ou même en levant le bras, hein, puisque l'épaule aussi énervée d'une façon très... Alors l'épaule un peu moins, mais c'est surtout le bras, on va dire, puisque l'épaule, elle est quand même dans la modulation, hein, avec beaucoup de réseaux nerveux chez les gorilles et les chimpanzés, parce qu'ils doivent attraper des branches un peu partout pour pas se péter la gueule quand ils vont de branche en branche. Mais la puissance des bras et la puissance pour monter et descendre, c'est-à-dire qu'en traction, ils sont extrêmement forts, hein, ils peuvent te tirer une machine avec toutes les plaques et tu peux en rajouter, et nous, on va caler, et eux, ils peuvent continuer, parce qu'ils envoient l'influx nerveux dans une commande nerveuse très simple, qui va, une seule commande, alors c'est simplifié, il y en a plusieurs en vérité, va irradier tout un ensemble, un grand paquet de fibres musculaires qui vont se contracter d'un coup, par une seule commande, alors que l'homme, lui, il va avoir tout un ensemble de commandes nerveuses qui vont commander en modulation tout un ensemble de fibres musculaires, et c'est tout un apprentissage psychomoteur pour les hommes pour pouvoir gagner de la force en travaillant progressivement en travaillant le neuromoteur, pour être capable, par l'apprentissage, de monopoliser d'un coup tout un ensemble des fibres musculaires comme un champion pourrait le faire. C'est un travail chez l'homme, alors que chez le gorille, chez le chimpanzé, ça se fait quasiment automatiquement par un système de commande beaucoup plus simple qui, pouf, le cerveau appuie, envoie une information, contraction, et t'as tout le bras qui va se contracter d'un coup. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. C'est pour ça que un gorille, s'il t'envoie une tarte dans la gueule, ça te démonte la tête et ça te casse en morceaux, et ça tape avec une puissance et ça te détruit. Il n'y a qu'à voir les immondes chimpanzés qui étaient apprivoisés. Là, il y en avait un, je vais essayer de le retrouver, hein, qui avait tué, qui avait défiguré la dame qui s'occupait, vous voyez, c'est abominable, hein, qui s'occupait de lui. C'est extrêmement violent, extrêmement agressif, et en plus extrêmement fort par ce système d'irradiation nerveuse très simple, hein, qui permet d'actionner d'un ensemble de fibres d'un coup. Alors l'homme, lui, tout en modulation, tous ces ensembles de fibres, tous ces ensembles de nerfs qui irradient dans tout le membre et qui travaillent en modulation, permettent des actions extrêmement précises, comme pouvoir dessiner avec précision. Vous avez vu, vous imaginez les mouvements que je fais. Alors c'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage qui est généré par ma capacité génétique, hein, à avoir tout un ensemble de ramifications nerveuses me permettant, hein, d'utiliser tous mes muscles, hein, avec modulation, hein, pour devenir un virtuose du pinceau, un virtuose du crayon, hein. Je visualise bien sûr, hein, mais j'aurais pu devenir, pas moi parce que je suis nul, un virtuose du piano ou du violon, hein. Vous pouvez mettre un violon dans les mains d'un chimpanzé ou d'un gorille, il n'en sortira jamais rien, vu qu'il n'a pas les ramifications pour le faire. Par contre, vous pouvez lui apprendre à casser des têtes, hein, et à briser des os. Donc oui, ils sont très forts par ce système nerveux qui leur permet de grimper aux arbres à la base, hein, et de se défendre aussi des panthères, et de chasser, vous avez vu, comme ils cassent en morceaux des singes, comme ils arrachent des proies. Ils sont très très forts, hein, dorsaux, hein, essentiellement. Alors, qui est-ce qui gagnerait entre 100 hommes et un gorille? J'en ai que foutre, c'est une situation qui n'arrivera jamais, mais je peux vous raconter l'histoire dans un parc où il y avait un parc en Afrique, hein, un parc où les animaux vivent en liberté, bien sûr, puisque c'est la forêt équatoriale humide. Ils ont assisté, c'est très rare, hein, c'est des combats de chimpanzés contre des chimpanzés qui se battent pour le territoire, et les femmes, un peu comme les humains, hein, on est très proches, hein, il y a eu des combats entre chimpanzés plus nombreux et gorilles, et dans ces combats, qui a gagné? C'est pas le gros gorille, ce sont les chimpanzés qui sont extrêmement violents, extrêmement agressifs, et qui ont blessé à mort un jeune gorille. Alors c'était pas un dos argenté, mais c'était quand même un gorille costaud, mais il n'a pas pu résister aux attaques de ces immondes chimpanzés qui ont un ancêtre commun avec les hommes relativement proche. Alors il faut savoir que les hommes, hein, et les gorilles ont un ancêtre commun, c'est-à-dire que le tronc s'est séparé il y a entre 8 et 12 millions d'années, et
il y a eu ensuite une ramification. Les gorilles sont passés d'un côté, ils ont vécu leur vie de gorille, et l'ancêtre commun des chimpanzés et des hommes a vécu aussi de son côté, et il y a une séparation entre chimpanzés et hommes entre 6 et 10 millions d'années. Mais attention, quand on dit entre 6 et, pour donner les australopithèques et Naledi. Mais quand on dit entre 6 et 10 millions d'années pour les chimpanzés ou 8 et 12 millions d'années pour les gorilles, c'est qu'au niveau génétique, c'est assez difficile à calculer avec précision, parce que même si deux rameaux se séparent, par exemple chimpanzé, homme, entre 6 et 10 millions d'années, on va dire 10 millions d'années, ou 6 et 10 millions d'années, la séparation ne sera totale, même si ça commence à 10 millions d'années, que vers 6 millions d'années, parce qu'il y a toujours, parfois, des mélanges encore entre le rameau qui va donner les australopithèques et le rameau qui va donner les chimpanzés modernes, puisqu'il y aura encore pendant quelques centaines de milliers d'années, voire millions d'années, des métissages qui vont refaire rentrer du gène dans l'un et l'autre des groupes. C'est jamais très facile, c'est jamais très clair, mais on commence à comprendre, vous avez vu avec Néandertal aussi. Donc, effectivement, il y a une séparation, mais il y a eu métissage avant d'avoir une incompatibilité totale de reproduction entre un chimpanzé et un homme. Et c'était bien avant, entre un chimpanzé et un gorille, entre un ancêtre des chimpanzés et un ancêtre des gorilles, puisque la séparation des gorilles et du rameau humain-chimpanzé s'est fait il y a entre 8 et 12 millions d'années, c'était le même principe. Donc c'est intéressant de comprendre comment ça se passe. Donc nous avons tous un ancêtre commun, nous sommes très proches d'eux. Donc oui, ils sont extrêmement puissants, les gorilles. Oui, un homme seul aurait du mal à battre un gorille, puisqu'il peut t'étrangler, il peut te taper et te briser, puisqu'il est capable d'avoir une énorme force pour te frapper, puisqu'il a ce système de non-modulation qui lui permet de taper très fort, mais ça ne lui permet pas de faire des outils avec précision. Alors, il faut savoir que nos ancêtres, je vous montrerai un peu les schémas, nos ancêtres se sont séparés, donc pour des chimpanzés entre 6 et 10 millions d'années, et des gorilles entre 8 et 12, qui ont donné, voilà, vous avez compris le système, 8 et 12, ancêtres se séparent des ancêtres des gorilles, c'est ancêtres des gorilles, pas des gorilles eux-mêmes, pour donner l'ancêtre des chimpanzés entre 6 et des humains entre 6 et 12, il y a un nouvel embranchement qui va donner Australopithèque. Les derniers australopithèques, il y a plusieurs espèces, on ne sait pas quelle a donné l'homme, mais on suppose que c'est Naledi, que j'ai eu la chance de reconstruire musculairement par les très beaux squelettes et reconstitutions que m'ont envoyé les Sud-Africains, ce qui me permet d'être un des rares à avoir pu travailler et reconstruire des australopithèques. Et je peux vous dire que les australopithèques étaient très costauds, et qu'un petit australopithèque qui mesure entre 1m40, 1m50, peut-être un peu moins pour les femelles, quand ça vous envoie une tarte dans la gueule, puisque ça continue à grimper aux arbres, ça vous fait extrêmement mal, et ça peut vous décocher, vous démonter la tête. Oui, un australopithèque, c'est pas un petit singe inoffensif, même si ça a perdu les dents avec des crocs, puisque ça commence à bouffer de la viande et des végétaux un peu de savane, donc on n'est plus dans le frugivore, on est dans d'autres alimentations. Ça continue à grimper aux arbres en savane, arboré pour fuir les prédateurs, mais ça commence à faire des outils très vite. La main commence à perdre justement ce petit pouce pour avoir un pouce qui s'allonge et des doigts qui se raccourcissent avec une main très humaine, je vous montrerai tout ça à la fin, qui permet de taper très fort. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à grimper, nos ancêtres australopithèques, mais en plus, ils peuvent, eux, enserrer avec puissance des bâtons, puisqu'ils font une opposition pouce-doigt, que le singe ne peut pas faire. Le singe, il est comme ça. Donc, il peut taper des coups de poing. On les voit qui tapent des fois avec des bâtons, mais c'est jamais super efficace parce que ils n'ont pas la bonne prise de main. Par contre, ils grimpent très bien et ils tapent très fort, avec des paumes comme ça, de haut en bas, et ils te détruisent la gueule. Donc, un gorille te détruira la gueule. Donc, évidemment, 100 hommes contre un gorille, c'est 100 hommes qui vont gagner, puisque les hommes sont
très organisés, ont une capacité de préméditation par le langage. On va revenir dans cette question stupide pour les abrutis des réseaux sociaux. On a, nous, un gros cerveau qui a été donné par la possibilité en savane d'indiquer les directions. Donc je montre, je suis une espèce droitière comme le chimpanzé. Le gorille un peu moins, mais quand même droitière aussi. Et les orang-outans sont beaucoup moins latéralisés, puisque ce ne sont pas des animaux sociaux. La latéralisation va avec la sociabilisation, puisque ça permet d'avoir des interactions sociales plus rapides en passant des objets très vite, droite, chez les humains, chez les chimpanzés, et un peu aussi chez les gorilles. Donc vous voyez que déjà à 10 millions d'années, nous étions déjà latéralisés. Donc c'est toujours intéressant à comprendre. Les orang-outans ne le sont pas, ils sont soit gauchers, soit droitiers, en fonction de l'éducation de leur maman, parce que ce ne sont pas des animaux sociaux. Les petits vivent avec les mamans, les mâles vaquent à leurs occupations, ils ne descendent jamais des arbres, et les petits sont éduqués très longtemps par des mamans très affectueuses, qui vont les éduquer, donc ils ont que le modèle maman, donc ils vont prendre en général la prédominance pour les interactions sociales de la maman, donc ils vont devenir soit gauchers, soit droitiers, il n'y a pas vraiment de spécialisation. Alors moi je suis un grand primatologue, je suis un spécialiste de la biomécanique des primates, des hommes, mais aussi des singes et de nos ancêtres. Oui, quand j'ai des types qui m'insultent, je leur dis des connards et je peux vous péter la gueule comme le ferait un chimpanzé parce que je suis très bon en traction, ou comme un gorille puisque je tape très fort de haut en bas et je tape à la paume aussi comme eux. Voilà. Donc c'est très intéressant à comprendre tout ça. Donc le langage, nous on a un gros cerveau, donc on va niquer les gorilles si on est 100, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on peut réfléchir, préméditer des actions, s'organiser. On dit 3 à gauche, 2 à droite, 50 à gauche, 50 à droite, ou 49 à gauche, 50 à droite, et moi au milieu, c'est moi le chef, bien sûr. Donc on prémédite par le langage, on a un langage avec des notions de temps, ce que n'ont pas encore nos amis les chimpanzés, avec expression de notions de temps, ou nos amis les gorilles, bien que Coco le gorille, la gorillesse Coco, avait un vocabulaire très fourni, avec une espèce de langue des signes travaillée. Elle a été éduquée dès son jeune âge, mais elle ne maîtrisait pas les notions de temps, c'est-à-dire la verbalisation. Je vais, je viens, je suis, j'étais et je serai. Ça, c'est le propre de l'homme et ça vient de la bipédie en savane, donc j'ai mes mains libérées de la locomotion, je vais dans un vaste espace indiqué où je vais, d'où je viens, donc le futur, le passé, je mets un son sur un geste, ouhou, haha, j'enlève le geste et il me reste ouhou, futur, haha, passé, ce qui me permet de m'exprimer pas uniquement sur le présent, je ne dis pas c'est-à-dire je suis en colère, je peux dire ouhou, c'est je serai en colère, ou haha, j'étais en colère. Donc, on met un son sur un geste, on enlève le geste et on a des notions de temps. Là-dessus, vous rajoutez des compressions de données sensorielles, émotionnelles, donc, qui sont des mots, donc des compressions de données en son, ce qui permet de communiquer très rapidement avec ces compressions et de penser aussi très rapidement en son et non en utilisant tout notre système nerveux et tout notre cerveau, c'est-à-dire on n'a plus besoin de penser avec l'odeur, on va penser par exemple à maman, comme je dis tout le temps, on n'a plus besoin de penser maman avec l'odeur de maman, la couleur de maman, le son que produit maman, l'odeur que fournit maman, on met maman, c'est un son, et ce son est une compression de données reliée par des petites connexions neuronales à tout un ensemble après de données stockées dans les neurones qui correspondent à l'odeur, la forme, tout ça de maman, et ça permet de penser très vite. Donc penser en mots, c'est l'équivalent de communiquer en 300 dpi, mais bien sûr, si vous parlez lentement,
Si vous réfléchissez lentement, vous pouvez décomposer, ne plus penser en mots et penser en émotions, penser en visuel. Et à ce moment-là, vous déroulez dans votre tête une pensée beaucoup plus lente, mais une pensée beaucoup plus approfondie, ce qui permet des fois de réfléchir encore mieux. Mais la communication rapide permet, l'expression du temps et la communication entre individus permet de se faire par cette interface sonore très rapide qui permet d'organiser des actions, de préméditer des actions de combat. On est le seul à préméditer des actions de combat, des actions futures en groupe par le verbe. Les animaux pensent au futur, pensent au passé, mais ne sont pas capables de l'exprimer. Bien sûr, un lion qui va chasser, il est obligé de faire une triangulation, il voit la gazelle et de courir pour percuter la gazelle à un certain moment. Donc, il se projette dans le futur par l'esprit pour percuter la gazelle, mais en aucun cas, il ne va l'exprimer. Donc, notre force qui nous permet de niquer les gorilles et de niquer les chimpanzés, c'est d'être capable de préméditer des actions, et de les exprimer. Donc, je prémédite en groupe des actions et je prémédite des chasses ou des récupérations caloriques, ce qui fait de moi le maître du monde. Voilà, c'est le verbe qui fait l'homme. Alors, ça va encore plus loin, puisque à chaque progrès linguistique, chaque mutation entraînant une prolifération neuronale va être sélectionnée, alors que l'habitude, elle est évacuée parce qu'un trop gros cerveau qui consomme beaucoup d'énergie n'est pas un avantage dans la nature. Ça ne sert à rien, surtout si vous pensez trop lentement. Donc il faut cette interface sonore et ces outils linguistiques pour, à ce moment-là, pouvoir avoir un gros cerveau qui va être à ce moment-là utile, très consommateur d'énergie. C'est le tissu qui consomme le plus d'énergie. Je crois que ça consomme jusqu'à 10 fois plus que les autres tissus, des fois. Bon, bien sûr, quand ça pense, il y a des gens qui pensent pas beaucoup, même un muscle consomme moins, mais on va dire que un muscle au repos consomme pas des masses non plus. Mais le cerveau a cette particularité d'être tout le temps en ébullition, de tout le temps fonctionner chez les hommes, alors que chez nos amis les gorilles ou les chimpanzés, vous leur mettez un électroencéphalogramme quand ils sont au repos, comme ils n'ont pas cette interface sonore, ils pensent pas trop, et on s'aperçoit pas un électroencéphalogramme, j'exagère, mais on met des diodes et on vérifie. Et nos amis les chimpanzés et les gorilles n'ont pas tellement de pensée au repos, alors que l'homme, lui, il n'arrête pas de réfléchir à ce qu'il va faire pour maîtriser le monde et en rapporter de l'énergie, puisque notre plus gros outil de combat, c'est le cerveau, alors que les chimpanzés et les gorilles en ont un bon, bien sûr, mais moins développé, ils communiquent quand même, ils sont très évolués, ce sont nos cousins. On a un ancêtre commun relativement proche, mais ils n'ont pas ce langage donné par la bipédie en savane. Donc notre cerveau fait de nous les plus puissants combattants de gorilles. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'être 100 mecs contre un gorille pour tuer un gorille. Il suffit de tailler une branche par l'analyse du milieu par le verbe, observer, discuter, apprentissage par le verbe aux autres. Vous allez tailler, vous allez faire ci, fait ça, et aussi par mimétisme, comme les gorilles le font en se mettant debout pour nous imiter, comme les chimpanzés. Donc prenez une branche, vous le taillez un peu avec un bout de comment ça s'appelle, de cailloux un peu tranchants. Après, vous pouvez même les casser, c'est comme ça que ça s'est passé. Et à ce moment-là, vous pouvez transpercer à tout seul, même un gorille, et le laisser crever dans un coin, et après le finir. Donc, vous voyez, l'homme est beaucoup plus puissant que le gorille. Il suffit d'un bout de bois pointu pour niquer un gorille, vous le blessez, vous partez, et vous revenez après quand il s'est infecté et qu'il a eu une hémorragie interne ou qu'il est mort de sa blessure dans d'horribles souffrances. Donc voilà comment fonctionne l'homme, et c'est très intéressant de comprendre. Voilà. Alors on me dit tout le temps, est-ce que le gorille est bon au développé couché? Je dis, les mecs, vous faites de la muscu, le gorille, il a de grands bras quand même. Donc faire un développé couché, ça va être dur de toucher la cage d'une façon réglementaire, même s'il est très fort. Il n'est pas non plus fait pour pousser devant. Le gorille est fait pour descendre de haut en bas. Il n'est pas fait pour enserrer comme nous et faire ce mouvement. L'homme, il est fait pour lancer. Il s'est modifié pour lancer. Un gorille, ça lance pas. Un gorille, ça tape de haut en bas. Un homme, ça fait une rotation du buste et ça peut vous péter, vous envoyer des projectiles et ça peut vous tuer à distance, ce que ne fait pas un gorille ou un chimpanzé, bien qu'il jette parfois des objets, mais il ne les jette pas avec une grande puissance. Alors on a vu des chimpanzés dans les eaux jeter du caca sur une grand-mère ou autre, vous l'avez peut-être vu celle-là, mais en général, ils n'ont pas une extrême puissance dans le lancer. Ils peuvent bien lancer
en avant, mais avec aucune précision, puisque leurs mains en extension vont se fléchir, donc là, les objets vont tomber vers le bas, donc on perd de la précision, alors que l'homme, lui, depuis qu'il ne grimpe plus aux arbres, il n'a plus ses fléchisseurs des doigts courts, hein, qui servent aussi aux singes à marcher hein, sur les phalanges. Hein. Donc il peut lancer avec précision et il peut viser l'œil d'un animal, viser sa tête, hein, ou viser autre chose. Et après, avec des lances, il visera les organes vitaux pour devenir des chasseurs extrêmement puissants. Et ça, c'est parce qu'ils ne grimpent plus aux arbres. C'est-à-dire que si vous grimpez encore aux arbres, comme les australopithèques, hein, vous ne pouvez pas être de bons lanceurs. Par contre, vous pouvez taper très bien de haut en bas, à la différence des chimpanzés et des gorilles, parce que vous en avez déjà des petites mains qui tiennent moins aux arbres, hein, même si vous grimpez très bien, hein, mais qui peuvent tenir des objets et même fabriquer des outils, même si vous n'êtes pas capable de bien lancer. Donc vous tapez d'abord très fort, de haut en bas, comme Naledi, hein, cet australopithèque tardif qui a donné ensuite toute la lignée humaine. Alors, Naledi ou un autre, mais c'était à peu près les mêmes, parce qu'on a d'abord eu le serrage pouce-main, hein, qui se serrait comme ça, les singes ne peuvent pas. Et après, on a arrêté de grimper aux arbres, et à ce moment-là, on a pu lancer. Alors eux, déjà, ils peuvent déjà lancer, mais ils n'ont pas la rotation. Ils ont la rotation, mais ils n'ont pas une très bonne épaule pour lancer. Ils sont pas encore, ils lancent, mais ils sont pas encore aussi bien adaptés que les humains, puisqu'ils grimpent encore aux arbres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'australopithèques ont dû mourir en tombant des arbres, puisqu'ils ont perdu cette main au crochet. Mais, bien sûr, l'avantage, c'est qu'ils ont rapporté beaucoup plus de nourriture et ils ne sont pas morts en savane bouffés par des fauves, parce qu'ils pouvaient tenir des gourdins et défoncer la gueule des fauves par ces gourdins en tapant verticalement de haut en bas, hein, puisque les gourdins ne leur échappaient pas, ils pouvaient tenir longtemps. Hein. Donc on voit comment a évolué. Hein. D'abord, on tient des gourdins et ensuite, on lance avec précision quand on a arrêté de grimper aux arbres. Hein. Mais d'abord, on peut taper verticalement. Donc c'est toujours intéressant de comprendre ça. Voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Alors oui, bien sûr, les orang-outans. Hein, vous avez vu des fois la scène des orang-outans qui ont étranglé, comment elle s'appelle, l'actrice, je me souviens, de Pretty Woman, qui fait une pub d'ailleurs actuellement à Paris, on la voit partout, qui était allée voir les orang-outans, et comme elle devait être en période d'ovulation, elle devait avoir des odeurs de phéromones. Le gros orang-outan mâle, elle voulait montrer qu'elle était là pour protéger les orang-outans. Il a senti la femelle, ça l'a énervé, il n'a pas pu y accéder, il a arraché son sac à main et il l'a étranglée, hein, puisqu'il ne pouvait pas la baiser. Hein. C'est les orang-outans mâles, hein, frustrés de ne pas pouvoir baiser Robert. Comment s'appelle son nom Robert, je me souviens que de son nom de famille, c'était dans Pretty Woman, hein, vous verrez. Donc il y a ce film qui traîne sur internet, on voit l'orang-outan qui arrive, mais l'orang-outan il est peu musculaire lui, hein, quand vous rasez un orang-outan, il n'est pas très musclé comme un chimpanzé ou un gorille, donc un combat homme-orang-outan, même si un orang-outan peut vous étrangler, vous tirez très fort, et il a des dents pour vous mordre, il n'a pas la force du gorille ou la force du chimpanzé, hein, il fait de la brachiation, il se déplace dans les arbres, il a des bons bras, mais en général il est assez lent, il a un petit système musculaire, il a de très grande force dans les bras, il peut grimper aussi, mais beaucoup moins puissant, et avec un métabolisme très très lent, puisqu'il descend rarement au sol, il reste très longtemps dans les arbres, il bouffe peu, un peu comme les paresseux, c'est ça, hein, les paresseux sud-américains, hein, ils sont très économiques, ils ne descendent pas au sol pour la bonne raison qu'au sol, il y a des humains et il y a des tigres, et c'est extrêmement dangereux, donc ils ont pris cette option de rester très longtemps dans les arbres, ils ont des petites jambes atrophiées, et alors eux, ils auraient pu être bons en soulevé de terre, mais ils ne peuvent même pas, puisqu'ils ont debout, ils ont les bras qui touchent quasiment le sol, alors que les gorilles, eux, peuvent être pas mal en soulevé de terre, hein, donc c'est intéressant de le comprendre. Donc je vais vous montrer un peu d'autres dessins, pour vous montrer un peu la forme des gorilles, la forme des hommes, et pour vous montrer un peu les différences de force et de morphologie. Alors, on va arriver, vous avez ici un très beau squelette, hein, voilà, un très beau squelette homme-gorille. Alors, vous voyez que le gorille a un très grand bassin, des jambes plutôt courtes et une énorme cage thoracique, hein, pour remplir ça d'un énorme système digestif. Vous voyez que l'homme, lui, il a un gros cerveau, ça se voit en haut,
hein, et il a une taille libérée, ce qui lui permet d'avoir des oscillations, d'avoir le buste qui bouge, hein, pour compenser les mouvements des jambes. C'est un très bon marcheur. Le gorille n'est pas un très bon marcheur, il se met parfois debout, mais il marche le plus souvent à quatre pattes, hein, et puis vous voyez qu'il a une crête sur le dessus de la tête, ça c'est un mâle, hein, pour mettre de gros muscles masticateurs parce qu'il bouffe toute la journée les végétaux, alors que nous, bah, on n'a pas besoin de mastiquer nos végétaux, on a des outils, hein, et on peut, par la cuisson et par nos outils, déjà à l'extérieur, détruire nos végétaux, les cuire et même les prédigérer, hein, par la cuisson, par la fermentation, par tout ce que vous voulez, hein. On est des cuisivores, nous et eux, ce sont des végétariens, donc on a un système digestif qui s'est réduit, hein. Le buste s'est réduit parce qu'on a pris une alimentation qu'on prédigère mécaniquement avec nos outils, couteau, meule, tout ce que vous voulez, et cuisson, méthode de cuisson, méthode de fermentation, acidité, tout ce que vous voulez. Alors là, on va voir le célèbre dessin qui reprenne tout de suite tout le temps que j'ai fait, du bras de gorille et un bras humain, hein. Vous voyez la différence. Les mains du gorille sont en crochet avec un tout petit pouce qui ne permet pas de fermer la main et de saisir avec puissance des objets, même s'il grimpe avec puissance, hein. Vous voyez des énormes avant-bras, fléchisseurs des doigts, des doigts extrêmement puissants, mais extrêmement courts. Énorme biceps, bien sûr, énorme muscle de l'avant-bras aussi, fléchisseur de l'avant-bras, et un gros pec et un énorme deltoïde qui ont pour fonction, bien sûr, de quoi? D'élever principalement le bras dans la locomotion, hein, et aussi de le ramener vers le bas, comme les dorsaux un peu, hein, dans la locomotion quadrupède, et aussi de grimper aux arbres. L'homme, il ne grimpe plus, donc son deltoïde est moins développé, et son pec est plutôt fait pour lancer ou enserrer des bébés quand c'est des mamans, hein, vous voyez. Alors là, je vous ai reconstitué un Naledi, ils m'ont envoyé des beaux squelettes, c'est pas le squelette qu'ils m'ont envoyé ça, mais j'en ai un autre, je ne l'ai pas là, mais qui m'ont envoyé aussi de dos, parfait. Voilà, c'est un ancêtre commun, vous voyez, c'est un espèce de mixte entre un chimpanzé et un homme, de grandes jambes fait pour marcher, des pieds encore, ça c'est Naledi, hein, des pieds faits pour agripper les branches qui s'enroulent, mais ils n'ont plus de pouce opposable, hein, comme les gorilles ou comme les chimpanzés, hein, puisque c'est des quadrumanes, les gorilles et les chimpanzés. Nous, Naledi, non, il avait encore des très grands bras pour grimper aux arbres, mais des petites mains humaines, hein, capables de serrer les gourdins pour te les foutre dans la tête, hein, devant. C'était des gourdins rudimentaires, et encore un gros système digestif, mais une taille libérée parce qu'il était partiellement végétarien, donc un gros système digestif avec un énorme côlon, et vous regardez, ils avaient des sacrées épaules et de sacrés pecs parce qu'ils continuaient à grimper aux arbres, donc des trucs costauds, hein. Vous l'avez là, hein, à peu près, vous voyez, hein. C'est très particulier, c'est très laid en fin de compte, puisque c'est des trucs qu'on n'est pas habitué à les voir. Voilà ce que ça donne un australopithèque, donc une espèce de mixte entre un chimpanzé et un humain. En vérité, c'est un chemin intermédiaire, un bon marcheur, mais qui continue à grimper aux arbres, de gros mollets, si vous remarquez, hein, puisqu'il est obligé de serrer les branches, d'enrouler ses pieds autour des branches, mais il n'a plus le pouce opposable pour ne pas se le péter, et un peu opposable, mais pas beaucoup, gros système digestif, et puis de puissants bras, mais par contre, de puissants fléchisseurs des avant-bras, mais pas courts du tout, hein, vous voyez, pas courts du tout, avec des mains qui peuvent s'étendre, plus ou moins, même si les doigts sont un peu courbés, mais il peut saisir facilement des outils, saisir des gourdins. Donc c'est intéressant à comprendre. Et vous avez bien sûr la vision de dos de cet individu qui devait mesurer entre 1m40 et 1m50, peut-être un peu moins, des fois un peu plus, hein. Vous voyez que c'est un truc qui est très costaud. Voilà ce que ça donne, un australopithèque, un espèce de chaînon manquant entre l'australopithèque, hein, c'est Naledi, et l'homme, donc habilis, hein, un fessier assez humain, hein, un bassin assez large, des bras très longs, mais des mains qui s'étendent et plus petites, qui fait qu'il tombe plus souvent des arbres et se tue souvent en tombant, mais par contre, il peut tenir des gourdins et se défendre des prédateurs, ce qui fait que même s'il tombe plus souvent des arbres et il se tue, il peut survivre plus souvent au sol en allant de bosquet en bosquet chercher de la nourriture pour ramener aux femelles qui restent près des arbres, près des points d'eau, parce qu'avec des petits dans les bras, c'est pas évident. Donc un partage des tâches qui arrive là, hein, c'est impressionnant. Et puis un gros trapèze, un énorme deltoïde, il continue à grimper aux arbres. Il a des jambes presque humaines avec des mollets qui vont très bas, puisqu'il enserre encore les jambes, il grimpe, il est obligé de grimper aux arbres, même s'il n'a pas un pouce vraiment opposable, il enserre avec ses pieds les arbres, hein.
et il tient les branches aussi, mais il a plus ses formes de crochet, donc il tombe plus souvent. C'est très intéressant à comprendre, mais le passage des fléchisseurs des pieds, c'est pour ça que j'avais étudié, hein, le sustentaculum tali, hein, c'est un petit os où passe des fléchisseurs, ben, vous voyez qu'il est énorme, il est beaucoup plus gros que chez nos humains, et vous voyez, je vais vous montrer encore, et en plus, il grimpe encore aux arbres, et ça se voit sur les triceps, c'est les études que j'ai fait sur les os d'Australopithèque, hein. Les chimpanzés, c'est la même chose, puisque j'ai eu le droit à des dissections de chimpanzés qui sont de plus en plus communes. Alors, il n'y en a pas beaucoup en vérité, mais j'ai réussi à les retrouver. Et on peut voir ici, je vais vous montrer, voilà, un bras. Attends, je te le montre. Attends. Attends. On peut voir un bras de chimpanzé, hein, et un bras d'Australopithèque, hein, avec ici un triceps qui, chez l'homme, s'insère beaucoup moins puissamment, hein, et ici, chez le chimpanzé, un chimpanzé australopithèque, un triceps qui s'insère sur le bras beaucoup plus puissamment et qui permet à ce moment-là, quand il grimpe, de ne pas avoir une dislocation de l'articulation de l'épaule avec un chef-long du triceps extrêmement puissant. Donc c'est intéressant de comprendre ça, bien sûr, voilà. Voilà. Et je dois avoir encore d'autres images à vous montrer, intéressantes. Alors voilà, hein. Ici une main de chimpanzé, hein, une main humaine, c'est pas du tout la même chose. Le chimpanzé a un petit pouce, vous voyez. L'homme peut enserrer des objets. Pour le gorille, c'est à peu près la même chose. Vous avez ici une main de gorille et ici une main humaine, avec un pouce très développé chez l'humain, hein, et beaucoup moins développé chez le gorille, hein. Donc, il ne peut pas tenir d'objet pour vous taper. L'homme peut taper un gorille, hein, même peut donner des coups de poing, hein, mais ce n'est pas ce qui est le plus efficace, puisque ça peut casser quand même des phalanges. Vous avez ici un fessier, pour vous montrer un fessier qui n'a pas du tout la même fonction. Alors ça, c'est un chimpanzé que pour un gorille, hein. Vous voyez, ici, vous avez un os iliaque beaucoup plus déporté vers l'arrière chez l'homme, moins chez l'australopithèque et plus chez le gorille, et pas du tout déporté il est très déporté vers l'arrière chez l'homme, moins chez l'australopithèque, et pas du tout chez le gorille, ce qui fait que debout, le gorille ne peut pas courir, puisque pas projeter sa jambe en arrière. Vous voyez que le gorille, quand il est à quatre pattes, là c'est un chimpanzé, mais c'est à peu près la même structure, il va avoir ici un report, une poulie de réflexion à ce niveau-là, c'est ça, hein, qui va permettre d'avoir une très grande puissance quand il va se déplacer à quatre pattes, donc de courir très vite à quatre pattes, mais pas longtemps, c'est pas économique, hein. Mais debout, il peut plus courir, alors que nous, on peut plus courir à quatre pattes, mais par contre, debout, on est extrêmement puissant. Alors, nous avons ici, pareil, alors ça, c'est un chimpanzé, hein, mais ça pourrait être un gorille, hein, avec pas du tout la même fonction. Là, on voit que le gorille a énormément de force ici, hein, et le chimpanzé aussi, et l'homme, c'est à la fin du mouvement, c'est-à-dire pour courir, le fessier et le muscle fait pour courir principalement. Donc il va se contracter pendant la course, pendant la fuite, et on l'a acquis, hein, on a eu cette déformation iliaque vers l'arrière, principalement à l'époque de notre entrée en savane, pour fuir les prédateurs et courir, sprinter jusqu'à l'arbre. On a marché très bien, mais notre développement du fessier proprement humain s'est développé principalement ensuite pour, dans un premier temps, fuir jusqu'à l'arbre, et surtout avec les mamans et les petits dans les bras, pour pas crever. Donc la pression sélective a dû se faire sur les petits, sur les mamans, hein, sur les femelles avec les petits dans les bras. Comme souvent, beaucoup de pressions sélectives se font d'abord sur les femmes et se transmettent aux hommes, parce que malheureusement, c'est elles qui passaient dans l'estomac des prédateurs, puisque avec un petit dans les bras, tu ne peux pas te défendre, et c'est les mâles qui défendent avec un bâton dans les mains. Donc c'est les femelles qui avaient le bassin le plus développé vers l'arrière, qui ont transmis ça, hein. Ça arrive, hein, c'est un peu comme les mutations de la blancheur chez les Européens, c'est des mutations qui arrivent principalement par les femmes, puisque c'est les premières à être impactées par la pression sélective, hein, du manque de vitamine D, hein, dû au fait qu'elles doivent allaiter des petits et prendre sur leur réserve calcique du calcium pour allaiter et faire grandir des petits quand elles les ont, quand ils sont en pleine croissance et quand elles les allaitent. Donc, on a blanchi par les femmes, nous, les Européens. Bon, les Africains, eux, ils restent tout noirs puisqu'ils n'ont pas eu ce même problème que nous. Donc, c'est assez marrant. Et vous voyez ici un gorille, la morphologie d'une gorillesse,
d'un australopithèque et d'un homme, avec ce développement du fessier qui a permis aux hommes de survivre quelque part pour fuir et ensuite pour attaquer, puisqu'on peut fondre sur une proie, mais ça c'est la seconde étape. D'abord, chez les australopithèques, c'est pour fuir un danger, que ce petit fessier, ce petit singe fessu s'est développé, et principalement par la pression sélective sur les femelles. Voilà ce que donne un gorille bipède, voilà, un gorille quand il imite ses... Alors c'est en BAM, c'est un gorille, un des premiers qui a été photographié dans un zoo anglais, c'est très proche d'un homme, il a déformé son squelette, il a déformé ses articulations des pieds pour pouvoir devenir ce qu'il est. Voilà. Alors vous avez ici le squelette d'Ambam, très bien déformé, voilà, intéressant à voir. Il s'est déformé son squelette à force de copier ses soigneurs, très tôt. Voilà, alors est-ce que j'ai encore d'autres images? Bon, la nuque, c'est intéressant à voir, mais bon, on s'en fout un peu, une grosse nuque, les humains, une tête mobile, pour regarder à droite, à gauche ce qui se passe. Et les gorilles, comme ils sont à quatre pattes, ils ont une énorme tête avec un gros système masticateur, et donc des énormes vertèbres cervicales, si vous remarquez, avec plein de ligaments pour maintenir cette tête penchée en avant sans effort, un peu comme les pitbulls, un peu comme les chevaux, si vous voulez aussi, les chevaux. Et vous avez ici, très bon, comparaison entre un homme et un gorille. Et vous voyez que le gorille a le deltoïde qui part vers le bas pour pouvoir grimper. Le deltoïde sert à grimper et l'homme, il sert à lever le bras et un peu le tirer en arrière, alors que chez le gorille, le deltoïde agit comme un grand dorsal. Et c'est marrant à voir, il a cette fonction de ramener le bras vers le bas, comme un peu la longue portion du triceps. Nous, on l'a gardé aussi. De puissants dorsaux. Le trapèze ramène l'épaule aussi, c'est impressionnant. Donc, on voit des morphologies différentes. Cette orientation du deltoïde, je me souviens, j'étais fier de l'avoir trouvée. Elle a été trouvée 10 ans plus tard par des chercheurs américains qui en ont fait un article. J'en avais... C'était moi qui l'avais écrit et mis dans mes bouquins avant, c'est bien. Et vous avez ici encore voilà, un fessier de gorille, un membre de gorille et un membre humain. Vous voyez des adaptations, le fessier du gorille qui descend extrêmement bas parce que sa fonction est de ramener la jambe de sous la poitrine jusqu'à cette partie-là, alors que l'homme est fait pour le fessier globuleux avec son os iliaque qui part vers là-bas, vers l'arrière, est fait pour ramener la jambe à la fin, de cet endroit jusqu'à là, pour courir, donc pour étendre la jambe vers l'arrière en position verticale, alors que le gorille, c'est pour se déplacer en position quadrupède. Voilà, alors vous avez pareil, des mains, une belle main, un beau pied de gorille qui est une main, c'est un quadrumane, et un pied humain avec des atrophies. Il ne reste quasiment plus rien de ses opposants du pouce qui sont extrêmement puissants chez le gorille pour agripper les arbres. Il ne peut pas marcher des kilomètres, il se pèterait le doigt s'il était en savane. Donc après, il y a une réduction du doigt comme chez les australopithèques. Et vous avez bien sûr un mollet humain et un mollet. Alors lui, c'est un gros balèze, mais en vérité, ils sont beaucoup plus petits. Et un mollet de gorille, c'est pour montrer que le mollet de gorille descend beaucoup plus bas et a sous le triceps sural, qui est beaucoup plus tendineux chez l'homme, beaucoup de fléchisseurs des doigts, et vous voyez comme il va il va bouger énormément le pied pour agripper les arbres. Il a besoin d'un très grand jumeau interne pour pouvoir faire bouger l'articulation du pied, la faire osciller pour pouvoir s'adapter aux branches comme ça. Donc ici, un très long jumeau interne. Voilà, c'est ce qu'avait aussi notre ami Naledi, les australopithèques. Vous avez un beau gorille ici. C'est un gorille que j'ai pris en photo d'un zoo hongrois. Et vous voyez un grand fessier qui descend très bas, de très gros membres supérieurs, quand il a les bras tendus, les fléchisseurs des doigts. Donc c'est pour ça qu'il marche sur les phalanges, parce que il ne peut pas étendre ses doigts quand il est quand il a les bras tendus. Donc ce qui fait qu'il va être obligatoirement un peu redressé, un peu comme les chimpanzés, ce qui fait qu'ils ont une plus grande facilité à se mettre debout, puisque comme ils sont lourds, ils ont des fléchisseurs courts, et comme tu es lourd, tu te redresses. Si vous voulez, il faut atteindre un certain poids pour avoir le buste à moitié redressé, et c'est parce que les primates sont lourds, nos ancêtres étaient lourds, qu'ils ont marché un peu le buste quadrupède, mais le buste un peu redressé, parce qu'ils étaient obligés d'avoir des fléchisseurs des doigts très tendus, ce qui leur permettait d'avoir une marche
bipède, mais à moitié redressé à cause de ses doigts tendus. Il marche là-dessus, hein, les autres petits singes marchent comme ça, parce que eux sont lourds et ils sont obligés de pouvoir de se maintenir dans les arbres avec des poids lourds, avec des fléchisseurs comme courts comme des crochets. Voilà, et vous avez une comparaison homme-gorille pour terminer. Hein, voilà, hein, ça n'est pas du tout la même, c'est la même structure, mais il y en a un qui est bipède et l'autre qui ne l'est pas. Hein, donc tout s'est transformé au niveau du fessier, puis avec des gros membres supérieurs qui servent à la locomotion et qui vous en foutent pas la gueule aussi. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir, histoire, espoir, pour vous expliquer comment les hommes peuvent tuer des gorilles, hein, et comment les primates sont extrêmement forts, et pourquoi ils sont extrêmement forts, pour quelles raisons ils peuvent vous tuer d'un coup de poing, hein, mais l'homme est quand même supérieur par son cerveau et sa capacité à gérer, à plusieurs, et à gérer à plusieurs des chasses, et à préméditer des actions futures grâce aux notions de temps et au langage, ce qui font de nous un puissant prédateur. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.